¿Cómo es esto de poder pensar a la escuela como un espacio de desaceleración? ¿Podríamos conocer un poco más a qué se refiere esta idea? Il me semble impossible que l'école reste à l'écart aujourd'hui de la question du numérique. Les enfants, les adolescents, les jeunes adultes vont passer de plus en plus de temps devant les écrans et l'école doit tenir compte évidemment de cette évolution. Alors je crois que l'école a deux chantiers principaux sur la question du numérique sur lesquels elle doit s'investir. D'abord, reconsidérer les apports du numérique en tant qu'outil pédagogique. Comment peut-on, par exemple, avec le numérique, programmer des exercices plus individuels en allant au rythme de chaque élève et sans prendre le risque de devoir s'énerver si l'élève se trompe. De la même manière, l'école doit travailler sur le numérique et Internet comme outil de recherche documentaire. En effet, dès lors que l'on cherche sur des moteurs de recherche, on accède à une multitude d'informations qui sont triées selon des occurrences purement quantitatives. Et donc, il est important d'apprendre aux élèves à recouper les informations, à identifier dans les moteurs de recherche la nature des textes qu'ils trouvent, à repérer par exemple que certains textes sont des textes de vulgarisation, d'autres des textes de propagande, d'autres des textes scientifiques, à identifier les sources de ces textes, la façon dont ils ont été élaborés. Et ça, c'est un travail que seule l'école peut faire. De la même manière, je pense qu'il faut que l'école utilise les outils collaboratifs. Internet, l'informatique permet de travailler à plusieurs, de contribuer ensemble à une construction collective en respectant l'apport de chacun. On peut là faire en quelque sorte la préfiguration de ce qu'on appelle une économie contributive, c'est-à-dire une économie où la valeur de la participation de chacun n'est pas une valeur marchande, mais une valeur liée à son implication dans une collaboration et dans une coopération. Plus globalement, les technologies numériques peuvent, si elles sont mal utilisées, être dans une forme d'exaspération du pulsionnel et dans une forme de totémisation de l'immédiateté. Le téléphone portable, mais aussi un certain nombre d'autres outils comme les tablettes numériques qui vont se généraliser, donnent le sentiment aux enfants qu'on peut tout obtenir tout de suite et qu'ils peuvent obtenir une réponse immédiatement sans passer par le temps de la réflexion et de la pensée critique. Il y a là un deuxième chantier important de l'école qui renvoie à ce que vous disiez en parlant de décélération, c'est le rapport que l'école doit entretenir au pulsionnel et la façon dont elle peut introduire des temps de réflexion, des temps de contemplation, des temps même de méditation qui permettent de faire contrepoids à l'accélération permanente dans laquelle sont plongés nos élèves. L'objectif de l'adulte, c'est de desserrer l'étau entre la pulsion et l'acte pour laisser le temps de s'installer et de développer de la pensée. Je pense que le rôle de l'enseignant n'est pas d'interdire l'expression de l'opinion, ni de la destituer, cette opinion, mais de permettre à l'enfant de transformer cette opinion en conviction raisonnée. C'est-à-dire que l'enfant doit pouvoir même être fier d'avoir transformé son opinion en réflexion. Et il faut qu'il suspende en quelque sorte la satisfaction immédiate de l'expression de son opinion pour trouver une satisfaction sublimée dans l'expression d'une conviction argumentée. Mais c'est très concret. Ça veut dire que quand un enfant, un adolescent s'exprime sous forme brutale ou exprime une injure ou exprime un doute ou un scepticisme ou agresse, je n'ai pas à lui dire « c'est interdit ». J'ai à l'entendre sans l'approuver et à lui demander de remettre à l'épreuve ce qu'il pense d'une réflexion approfondie pour qu'il assume réellement cette réflexion approfondie. Et c'est une des choses que j'ai retenues de Korczak, qui est un pédagogue que j'aime beaucoup, quand il dit systématiquement aux enfants « écris-le », parce que l'écrire impose une mise à distance, une réflexion, permet la correction et permet de produire quelque chose dont on peut ensuite être fier, que l'on peut assumer.
Oui, tout à fait. L'école a été conçue pour une élite et aujourd'hui, c'est une institution qui a été investie par la démocratie et par les démocraties pour permettre à tous de devenir citoyens et citoyennes. Alors cette ambition, elle est nécessaire parce que je crois qu'il n'y a pas de démocratie sans une pédagogie de la démocratie et sans un apprentissage précisément de la pensée qui permet d'exprimer son point de vue, de participer au débat démocratique et de construire le bien commun. L'objectif des écoles démocratiques, comme l'école argentine telle que vous venez de le rappeler, c'est donc de faire accéder non pas une partie des élèves, mais bien la totalité des élèves à une citoyenneté lucide. Ça veut dire que son principe de fonctionnement n'est plus la sélection, mais la formation de tous. Et là, il y a une vraie difficulté psychologique et politique de la part des enseignants, c'est que nous vivons avec le souvenir d'un système où l'échec d'une partie des élèves est une sorte de garantie de la réussite des autres. Les démocraties sont ambivalentes par rapport à leurs écoles parce qu'elles veulent à la fois que tous les élèves réussissent, mais quand tous les élèves réussissent, elles suspectent leurs écoles d'être démagogiques et de ne pas clairement assumer leur fonction de sélection et de préparation aux fonctions sociales. C'est la raison pour laquelle, je crois, les démocraties doivent distinguer clairement entre la fonction formative de l'école, qui est le segment de la scolarité obligatoire, où tous les élèves doivent accéder à un corps de savoir et à des capacités, la capacité de penser, la capacité d'accéder à l'écriture, la capacité d'argumenter, la capacité de prendre la parole en public, qui est une capacité essentielle aujourd'hui, la capacité de critiquer ou de décoder les images, qui est une capacité fondamentale pour ne pas se laisser sidérer par la publicité, par exemple. Il y a cette fonction-là de l'école, qui est une fonction globale, fondamentale et une fonction constitutive de la démocratie, et il y a la fonction de préparation de l'école à des situations sociales particulières, à des professions particulières, qui passent, elles, inévitablement par des modalités de sélection. Alors, les pays ont choisi diverses manières de combiner ces deux missions. Le rôle de l'adulte en éducation est compliqué parce que il ne fabrique pas, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans Frankenstein pédagogue, il ne fabrique pas l'enfant. Il crée les conditions pour que cet enfant se construise lui-même, émerge et que le sujet s'engage dans des apprentissages. Moi, j'ai 3 convictions fondamentales qui résument un petit peu ma pensée éducative. Ma première conviction, c'est tout être humain, même accidenté, peut apprendre et grandir. Et cette conviction, que j'appelle le principe d'éducabilité, je ne peux pas la sacrifier parce qu'elle est au cœur de mon engagement pédagogique. Mais en même temps, j'ai une deuxième conviction, c'est que je ne peux pas apprendre à la place de quelqu'un. Je ne peux pas grandir à la place de quelqu'un. Je ne peux pas m'engager dans quelque chose de nouveau et prendre des risques en allant vers un univers que je découvre à la place de quelqu'un d'autre. Seul le sujet qui apprend peut s'engager dans son apprentissage. Et cette deuxième conviction, elle est fondamentale pour moi parce que c'est celle qui distingue l'éducation démocratique du dressage. La posture possible de l'éducateur démocratique, c'est de dire « je vais créer les conditions les plus favorables, les stimulations les plus multiples, je vais proposer les ressources les plus riches pour que l'autre s'engage. Et je vais fabriquer des situations, des institutions qui permettent à l'autre de prendre le risque d'apprendre, de s'engager sans se mettre en danger.
C'est très important prendre le risque sans se mettre en danger. C'est ce que j'appelle créer un espace hors menace. Dans la société, nous sommes souvent menacés. Quand nous essayons de faire quelque chose que nous ne savons pas faire, nous sommes menacés d'être humiliés, d'être exclus, d'être mal jugés. L'école est un lieu où on doit pouvoir faire ce qu'on ne sait pas faire et tenter de le faire sans être menacé d'être en permanence jugé, humilié ou exclu. L'école est le lieu du tâtonnement et d'un tâtonnement accompagné et soutenu par une posture d'adulte.